Intensément, épisode 6, saison 1. Deuxième partie de « Le HPI est-il un animal sociable ?» Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore le monde atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués, zèbres ou okapis, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Chers amis UES, la première partie de cet entretien avec Nathalie Boisselier, psychologue spécialisée HPI, doctorante, chargée de cours à l'Université Côte d'Azur et chercheuse, était on ne peut plus foisonnante, instructive et passionnante. Et je vous recommande humblement de l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, ainsi que les épisodes précédents. Dans cette deuxième partie, toujours avec Nathalie Boisselier, nous allons enfin décortiquer son étude sur la sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel. Sur les réseaux, que voit-on ? D'un côté, de très nombreux témoignages expriment une introversion, un décalage ou une difficulté à la communication. De l'autre, on repère des meneurs bout en train ou tout simplement bons vivants sans complexe, curieux et aimant aller à la rencontre des autres. Qu'en est-il donc sur cette étude originale réalisée sur près de 300 personnes avec leur consentement et à une époque pas très lointaine où le masque et les distanciations sociales étaient réservés aux pratiquants de l'escrime des Jeux Olympiques. Le masque. Aïe. C'est bon, je suis vacciné. Mais point de joute ici, gentes damoiselles et damoiseaux, de la bonne humeur et de la connaissance pour cette deuxième partie de « Le HPI est-il un animal sociable ?» Alors Nathalie Boisselier, avant de plonger dans ton étude proprement dite, on pourrait revenir brièvement sur les différents critères qui permettent de définir les hauts potentiels intellectuels, par exemple pour les besoins d'une étude. La seule chose qui différencie de manière sûre et certaine un HPI d'un non-HPI, c'est qu'il réussit mieux, d'après une étude de 2019, sur les 15 subtests de la VICE-4. Il a des meilleurs scores aux indices, il a un QI total qui est supérieur et il a un indice d'aptitude générale, un IAG, qui est aussi supérieur. Tout le reste, c'est ce que on disait aussi tout à l'heure, on les a trouvés plus motivés, avec plus d'humour, plus créatifs, pourquoi pas multipotentiels, mais ça reste à prouver, etc. Ça s'applique à tout le monde et personne à chaque fois, c'est-à-dire que en moyenne, on les trouve un peu plus ci ou un peu plus ça, mais c'est pas distinctif. Le concept de multipotentialité, qu'est-ce que les études disent ? Prouvé, pas prouvé ? Eh ben non, pas chez les adultes. Il n'y a qu'une étude que j'ai trouvée, mais que du coup je n'ai pas retenue, parce que malgré tout j'ai quand même aussi lu beaucoup des études que j'ai pas retenues, parce qu'elles répondaient pas aux critères de ma revue, mais je les ai lues. Mais la multipotentialité, aujourd'hui, on n'a pas de preuves. Alors l'idée, elle est évidente, c'est de dire quand on a un très haut QI, en tout cas sur tout ce qui est les professions intellectuelles, possiblement on peut tout faire, et même pour des professions manuelles, en fait on peut ouvrir un bouquin, pourquoi pas, et apprendre plus ou plus vite que les autres. Jusque-là, je veux dire, ça fait sens. Intuitivement, oui. Ça fait sens. Et même si de mon côté, je connais beaucoup de polymathes, c'est-à-dire de gens qui sont capables de faire des tas de choses et de les faire très très bien, on n'a pas réussi à le prouver. Il n'y a qu'une seule étude, tout l'usage qui serait important et intéressant de faire un peu plus d'études qualitatives et en tout cas de mieux étudier les adultes avec un critère unique pour qu'on puisse ensuite faire des méta-analyses. Donc l'étude que j'ai trouvée, c'était une étude longitudinale sur des jeunes qui étaient surdoués en mathématiques. C'était une population de high achievers. Enfants. Oui, enfants et adolescents. Mais quand savoir s'ils étaient multipotentiels, vu que c'était une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on les étudie pendant une longue période de leur vie, 20 ans, on les évalue quand ils sont aussi adultes. Et donc, a posteriori, on peut voir
C'est ce qu'a fait Terman, une étude longitudinale. Je vais les étudier pendant 40 ans, 50 ans, et on a étudié les termites de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 75-80 ans. Donc, cette étude ne trouvait qu'il n'était pas, en tout cas ces jeunes qui étaient surdoués en mathématiques et qui avaient des notes extraordinaires, on ne les trouvait pas multipotentiels. Mais d'un autre côté, ils étaient surdoués en mathématiques, ce qui veut dire que leur talent, il était canalisé depuis le début. Donc, il faudrait d'autres études. Ils auraient dû juste peut-être prendre des enfants qui étaient bons en tout, je ne sais pas. C'est vraiment ça qui est intéressant dans l'étude. Alors, soit en utilisant le QI comme un continuum, c'est-à-dire le QI va de 40 à 160, et j'étudie, j'en sais rien moi, est-ce que j'ai, en même temps que le QI augmente, la multipotentialité augmente ? Ou alors, on fait des études en disant, je vais regarder si tous les gens qui ont un QI de 130 et plus, donc là on utilise le surdon comme une variable qu'on appelle indépendante, tu es ou tu es pas HPI, et on regarde si les gens sont multipotentiels. Mais aujourd'hui, on a un intérêt qui est inversement proportionnel, ou des affirmations qui sont inversement proportionnelles à la quantité de littérature. Tu enseignes, entre autres à tes étudiants, à faire passer un bilan QI. On pourrait dire que tu es une experte en ce domaine. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que le test de quotient intellectuel ne mesure que l'intelligence logico-mathématique ? Je suis désolée parce que là, je vais faire un argument d'autorité. Et je m'en excuse humblement. Mais du coup, à force d'avoir peur de faire un argument d'autorité, on dit même plus la vérité. Mais beaucoup de gens parlent sans savoir. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on dit ça ne mesure que ceci ou que cela, je renvoie par exemple à l'excellent livre de Cuchet-Brasseur, Le haut potentiel en question. À quoi ça renvoie ? Non, pas qu'à ça, parce que ça parle de la généralisabilité d'un test. Est-ce qu'on peut généraliser les résultats que l'on a à un test cognitif, qui est finalement un test scolaire papier-crayon, à d'autres domaines de la vie ? C'est un grand problème. Oui, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Apparemment oui, puisque quand on les trouve avec plus l'intelligence augmente, plus on réussit à l'école, par exemple. Donc ça veut bien dire que ce qu'on mesure se manifeste objectivement quelque part. Oui, parce qu'à l'école, c'est pas forcément logico-mathématique. Et il n'y a pas que logico-mathématique, faut arrêter. On a aussi de la créativité, on a aussi de la pensée divergente, on a aussi ce qu'on appelle les raisonnements par analogie. C'est un grand changement de paradigme, ça, dans les théories de résolution de problèmes. Mais c'est ridicule de dire ce genre de choses. Parce que, oui, bien entendu, ce n'est pas parce qu'on est HPI qu'on va trouver une solution le matin pour sauver le monde de, je sais pas moi, du réchauffement climatique, etc., etc. On va pas se lever, quoique peut-être que quelqu'un là, c'est pas pour autant qu'on l'écoute. Mais bien sûr que ça mesure pas que ça. Ça mesure ça, mais comment ça s'applique à la vie de tous les jours ? Et puis, je suis désolée, beaucoup de situations sociales se résolvent avec un raisonnement logique et convergent. Alors, c'est très bien, tu lis dans mes pensées, j'étais en train de me dire, nous allons revenir au sujet de l'étude. Allez. Oui, ton étude donc a été faite avec Andrea Soubelé, c'est ça ? Oui, qui est ma directrice de recherche. Je travaille avec elle depuis mon année de licence 3 en fait, donc ça fait quelques années. C'est donc ma directrice de recherche, ma mentor et la personne qui m'arrache le cœur très régulièrement puisqu'elle divise tous mes textes par 2 ou par 3. Donc le titre précis de cette étude, c'est « La sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel ». On en a pas mal parlé là, déjà. Est-ce que tu pourrais plus ou moins résumer cette étude ? Cette étude, elle a consisté à réunir... Alors, en réalité, plusieurs centaines, mais j'en parlerai après. Un groupe de personnes avec un QI supérieur ou égal à 130 et un groupe de personnes qui déclaraient n'avoir jamais été identifiées à haut potentiel intellectuel. Et je leur ai appliqué un questionnaire de sociabilité et finalement d'autonomie qui n'avait jamais été appliqué à des adultes HPI.
Cette étude, clairement, elle a plein de défauts. Il faut savoir que j'ai fait le prélèvement des données quand j'étais en troisième année de psychologie, en licence 3, qu'elle est devenue mon mémoire de recherche de master 1 et que vraiment on s'est posé la question de savoir s'il fallait publier les résultats ou pas, mais que c'était important de le faire au moins pour allez, si on pouvait impulser un tout petit quelque chose, ça aurait pu être vraiment super sympa. Le message à passer, c'était est-ce qu'on pourrait pas de temps en temps sortir des questionnaires traditionnels de la dépression, de l'anxiété, etc. et essayer justement de pourquoi pas d'aller chercher les adultes HPI sur d'autres questionnaires. Et donc, le questionnaire en question, il mesure 2 grands facteurs. La sociotropie, dont la définition finalement renvoie à elle coïncide avec celle de la sociabilité, c'est-à-dire la motivation des personnes à s'engager dans des interactions positives avec les autres, être avec les autres. Et on a 2 sous-échelles dans ce facteur sociotropie. C'est l'importance accordée au regard d'autrui. Par exemple, je suis mal à l'aise quand je n'arrive pas à déterminer si une personne que j'ai rencontrée m'aime bien ou pas. Et du coup, c'est un facteur qui renvoie à la sensibilité sociale. Et aussi, ça parle quand même d'attention portée aux autres et de désir de s'inscrire dans une démarche de faire plaisir à l'autre. La deuxième sous-échelle, c'est la recherche de soutien social. C'est-à-dire, est-ce que les personnes ont besoin d'être entourées de plein de gens? Est-ce qu'elles ressentent le besoin de se faire épauler, aider, conseiller, guider à toutes les étapes de leur vie et surtout quand elles rencontrent des problèmes? Quand on applique ce questionnaire, on se rend compte que les adultes HPI, déjà sur le facteur total, sont plus sociables, significativement plus sociables que les adultes, on va dire tout venant, puisque du coup, je peux pas les qualifier comme adultes moyens. La seule chose que je leur demandais, c'est avez-vous été identifié à haut potentiel intellectuel? C'est tout. Je leur demandais pas autre chose. Donc on va appeler ça des adultes tout venant. Il pouvait du coup dedans y avoir des HPI. Voilà. Et ils sont plus sociables, même si on a un petit effet, c'est un tout petit effet. Ils sont très légèrement plus sociables, mais c'est significatif. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que ils sont pas plus hauts sur les 2 échelles. Ils sont beaucoup plus hauts sur une et moins hauts sur l'autre. Et l'effet de l'un compense l'effet de l'autre et ils sont plus sociables. Mais c'est autrement. Alors comment s'exprime cet autrement ? Ils accordent beaucoup plus d'importance au regard d'autrui. Ils craignent beaucoup plus le jugement et l'évaluation. Il y a des allers-retours permanents dans l'esprit de l'autre, finalement, ou dans le regard de l'autre. Et ça concorde avec certaines études qui ont supposé qu'ils décodaient mieux les situations sociales. Ça coïncide. Et est-ce que ça colle aussi avec cette idée de l'empathie qui revient souvent ? Non, parce que du coup, ça, on n'a pas de preuve. Mais peut-être que soit c'est parce que, j'allais dire, ils veulent qu'on les aime bien. Et du coup, ils vont être plus attentionnés aux autres, chercher à plus leur faire plaisir. Soit c'est parce qu'ils voient plus de choses. Donc, ils sont plus attentionnés. Mais pour autant, les quelques évaluations qu'on a de l'empathie chez les adultes, parce que chez les enfants, la réponse est oui, ils ont plus d'empathie. Mais chez les adultes, on n'a pas de preuves. Il y a juste Brasseur et Grégoire, en 2010, qui ont fait une étude que je cite de mémoire là, je l'ai pas sous les yeux. Donc mes excuses si je suis imprécise, qui montrait qu'ils ne trouvaient pas chez des adultes d'à peu près 18 ans des niveaux d'empathie supérieurs chez les adultes tout venant et chez ces jeunes adultes HPI, mais que de mémoire, cette variable continuait d'augmenter chez les adultes HPI et pas chez les adultes non HPI. Mais ceci étant, on peut pas parler de preuves, il n'y a pas de preuve empirique, il y a plus d'empathie. Voilà. Et donc, comment ça se traduit sur l'autre échelle dans laquelle les HPI étaient plus bas ?
Et l'autre échelle, là où ils sont plus bas, c'est le besoin d'affiliation sociale, c'est-à-dire la recherche de soutien social. Ce qui est logique avec l'autre échelle dont on va parler, c'est qu'ils sont plus autonomes, ils se débrouillent mieux, ils savent intuitivement, hein, même si, en tout cas, cela a été testé, donc ils savent malgré tout intuitivement qu'ils raisonnent plutôt mieux que les autres sur le plan logique, inductif ou déductif que les autres. Donc, ils ont moins tendance à demander de l'aide aux autres. Et puis, j'ai découvert en faisant ma revue de littérature aussi que finalement, les adultes qui ont un QI supérieur ou égal à 130, plus que les personnes qui ont des QI moyens, recherchent la similarité dans les gens avec lesquels qu'ils fréquentent, et notamment envers leurs partenaires amoureux. Donc, peut-être aussi que ils font un peu contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est-à-dire que par nature, les gens dont ils recherchent la compagnie sont rares, plus rares. Est-ce que cela aurait un rapport aussi avec la théorie qui dit qu'au-delà d'un certain écart de quotient intellectuel, la communication serait plus difficile ? Pas très prouvé, c'est la théorie de Simonton, hein, qui est de 1985, qui est assez séduisante, hein, qui dit que dans un groupe, le leader aura pas plus de 20 points de QI. Ce sera lui qui aura le plus haut QI, mais ce QI dépassera pas 20 points. Parce que sinon, il sera pas compris. Ah, c'est rigolo, je l'avais pas vu dans ce sens-là. Au final, c'est négatif. Il y a eu une étude qui est super intéressante. On va pas en parler parce que justement, je l'ai plus en tête, qui tendait à être une validation de la théorie de Simonton, mais c'est assez fragile, en tout cas. Mais globalement, en tout cas, ce qu'on peut dire, et d'ailleurs, toutes les limites qu'on peut apporter à la recherche, hein, dont on a parlé tout à l'heure, renvoient à la même chose. On est face à une population rare. Donc, c'est difficile de réunir des échantillons pour faire de la recherche. Donc, on a tendance tous à aller chercher des échantillons de complaisance parmi des populations cliniques, chez Mensa, ou alors des gens qui ont été identifiés comme talented par les écoles, etc. Et sur le plan personnel, et on le retrouve finalement dans les résultats d'une étude, c'est difficile de trouver beaucoup de gens pareils. Donc, on ne sait pas trop si ce besoin moindre d'affiliation sociale, là ça mon étude ne peut pas le dire, il est totalement intrinsèque ou si c'est contre faire mauvaise fortune, bon cœur. Mais en tout cas, il y a une autre échelle dans le questionnaire que j'ai appliqué, qui est l'échelle d'autonomie, qui renvoie à la motivation des personnes à préserver et même à augmenter leur indépendance. Et là encore, j'ai deux sous-échelles, c'est-à-dire à quel point j'ai des personnes qui sont finalement motivées, attachées, orientées vers la réalisation de leurs objectifs et à maintenir leur indépendance en évitant l'intrusion dans la vie privée, etc., etc. Et du coup, à quel point, c'est une deuxième sous-échelle, ils valorisent leur liberté de mouvement et d'action. Et dans cette sous-échelle, on mesure un certain attrait pour la solitude. Comment il se mesure cet attrait ? C'est-à-dire, il y a des questions précises avec le mot solitude ou... Justement, là, c'est une solitude qui est choisie. Donc, c'est des questions plutôt de type... Quand j'ai un problème, j'aime partir seule pour y réfléchir et le résoudre plutôt que d'être influencée par les autres. Ouais, parce que c'est super intéressant. Moi, c'est ce que je découvre avec toutes ces études psychologiques. C'est la manière de définir justement un concept et ensuite de produire des questions qui s'en réfèrent. C'est totalement différent. Ça va pas de soi pour les gens, en fait. Par exemple, dans ce cas, quelles questions poser pour illustrer la solitude et puis de quelle solitude on parle ? Il y a plusieurs origines possibles à la solitude. Elle peut être soit contrainte, c'est-à-dire qu'on est isolé par les autres. Par exemple, j'ai trouvé une étude sur des personnes qui ont un QI supérieur ou égal à 130 et qui sont soit sourds, soit malentendants. Ils ont été suivis pendant 30 ans c'est un groupe qui a été suivi, c'est encore une fois une étude, alors plus ou moins longitudinale, c'est-à-dire qu'ils étaient interrogés à plusieurs moments dans leur vie par un spécialiste. Et là, c'est une solitude qui est contrainte en fait.
fait, qui est imposée par les autres, par la discrimination, etc. Mais il y a des aspects de solitude où on peut la choisir, et en tout cas, on trouve les adultes, alors là, avec une taille de l'effet qui est plus importante, un effet plus important, ils sont très attachés à leur indépendance, à leur autonomie, et ils ont besoin de temps pour eux. Et c'est très marrant parce que on pourrait citer 2 études qui corroborent ces résultats-là. 2 études que j'aime beaucoup. Il y en a une où je vais pas dire le nom du chercheur parce qu'il est strictement imprononçable. C'est une étude qui date de 1997 et qui a été publiée sous la forme d'un livre. Donc elle n'a pas été validée par des pairs, mais elle a été publiée sous la forme d'un livre. Et cet auteur et ses collègues ont étudié des adolescents gifted. Et ils ont montré qu'ils pourraient être par nature plus autonomes et solitaires. En fait, ils auraient besoin de temps pour faire des trucs qui sont importants pour eux. Faire des podcasts. Alors à l'époque, c'était faire des maths, étudier l'astronomie, faire de la musique, etc. C'est-à-dire des activités qui finalement sont assez souvent solitaires et où en plus, il n'y a pas forcément beaucoup de gens pour le partager avec eux. On va les trouver trop studieux finalement. Et donc ces auteurs, ils ont compté vraiment le temps que ces adolescents consacrés à toutes leurs activités, à ces diverses activités solitaires, en comparaison d'un groupe d'adolescents moyens. Et en fait, ils ont montré que les HPI consacraient beaucoup plus de temps à toutes leurs activités artistiques et à leurs hobbies, et ils passaient beaucoup moins de temps dans des activités sociales, c'est-à-dire des sorties entre amis, des soirées, des rencontres amicales pour discuter, et ils passaient moins de temps. Alors à l'époque, c'était en 97, on est bien d'accord qu'il y avait le téléphone ou écrire, avec on colle un timbre avec sa langue, ou aller voir les gens. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est sûr. Voilà, quand ils mesuraient l'activité sociale, ils mesuraient du téléphone, du timbre collé avec la langue, ou les gens qui sortent et qui vont voir ou qui reçoivent des gens. On est d'accord, on est en 97. Et en fait, ils ont trouvé que ils passaient effectivement moins de temps à téléphoner, notamment pour prendre des nouvelles. Et quand ils comptaient, en fait, chaque semaine, ces auteurs ont montré que ces adolescents HPI passaient en moyenne 5 heures de temps de plus seuls. Et ils comptaient pourtant le temps passé avec la famille, les parents et les frères et sœurs. Donc, seuls de chez seuls, 5 heures de plus. Et quand ils sociabilisaient, ils ont trouvé que ces ados HPI étaient plus susceptibles de rencontrer une seule personne à la fois. Et il y a une autre étude que j'adore, c'est celle, alors là je peux prononcer le nom, j'y arrive, Lie Kanazawa. Alors Kanazawa, si on rentre son nom dans Google Scholar, ce type est dingue. Il a étudié des choses complètement, mais géniales, mais totalement improbables. Mais c'est génial parce que c'est vraiment des trucs de la vie de tous les jours. Et donc, en tout cas, pour moi, il a l'air de prolonger les résultats que j'obtiens, les résultats de Simira, machin, que j'arrive pas à prononcer. En plus, j'adore ce chercheur. Il est un des chercheurs à l'origine de la psychologie positive, du concept de flow. Enfin bref, ça m'énerve encore plus mais à chacun ses croix et ses misères. Je la mettrai en lien alors sur la description du podcast. Et donc tu disais cette étude? Donc, Lie Kanazawa, en tout cas, pour moi, il prolonge tous ces résultats qui semblerait qu'il y a un rapport différent à la solitude et au lien social chez les adultes HPI, tenant compte en moyenne aussi de leurs histoires de vie, c'est-à-dire puisque tout ça, c'est en moyenne, ils sont adultes. Mais alors, c'est une moyenne, c'est une grosse moyenne ou c'est une petite moyenne? C'est quoi les proportions? Ce qu'on regarde en statistique, c'est est-ce que la différence entre les deux groupes, les différences observées dans les moyennes, est-ce qu'elles sont vraiment différentes, c'est-à-dire significativement différentes, ou alors dues au hasard? Et c'est pas dû au hasard, donc il y a un effet. Ensuite, on peut mesurer avec ce qu'on appelle un D de Cohen, ou alors il y a d'autres, le état carré, le coefficient de significativité. Enfin, il y a plein de manières de mesurer une taille de l'effet. On peut mesurer si c'est un grand effet. Mais souvent, dans la personnalité, en tout cas dans les différences de personnalité, des petits effets suffisent à changer les choses.
Voilà. Donc sur la sociabilité, l'effet est plutôt faible. Il est modéré. Donc, ce qui veut dire que suffisamment pour te pourrir la vie, quoi, en fait. Hein. Là, ça te pourrit pas la vie, hein, vu ce que j'ai trouvé, mais ça peut suffire à te pourrir la vie. En tout cas, il y a des effets significatifs modérés sur tout ce qui est solitude, goût pour la solitude, autonomie, indépendance, etc. Mais en fait, ce qui souvent te fait dire que ton résultat est un résultat cohérent, c'est est-ce que tu vas dans le courant, tu nages dans le même sens que, c'est pour ça qu'on parle de mainstream, tu nages dans le même sens que les résultats les plus couramment retrouvés dans la littérature, plus encore que l'effet statistique, ou est-ce que tu vas à contre-courant? Et qu'est-ce qui se passe si tu vas à contre-courant? Eh ben, t'as intérêt à avoir des sacrés bons résultats, que ton design d'études il soit plus qu'impeccable, que t'aies rien qui dépasse dans ta méthodo. Voilà, faut être solide. À partir de quelle grandeur d'échantillon on considère qu'une étude est valable même si elle n'a pas été reconduite? Ça dépend vraiment de ce que tu cherches, du nombre de variables étudiées, etc. On est bien d'accord que vu le prix encore actuellement d'un IRM, ça veut pas dire la même chose avoir 40 personnes dans une étude en IRM que d'avoir 40 personnes dans une étude où ils répondent à un seul questionnaire. Évidemment. Mais ces tout petits échantillons expliquent aussi pourquoi il faut pas forcément généraliser sur ces études quant aux conclusions. Et pour toi, malgré, je crois, une cohorte de près de 200 personnes, c'est une petite étude. Exactement. Elle n'a pas la prétention de révolutionner. Voilà. Et en plus de ça, je suis en paix avec moi-même puisque elle va dans le sens des autres. Exactement. Elle va dans le mainstream et même encore plus depuis que je l'ai écrit et que j'ai fait ma revue de littérature. En fait, j'écrirai cet article maintenant. J'aurai encore plus d'études à citer qui iraient dans le sens des résultats que je trouve au moment où j'ai écrit et au moment où Andrea me poussait en disant faut que tu ailles chercher dans tel domaine, tiens, j'ai trouvé telle chose, c'est-à-dire où on avait ces discussions passionnantes et énervantes, parce que tu repars avec 3 semaines de travail. Forcément, j'avais pas tout ça, mais je vais dans le sens du mainstream. Donc oui, c'est une petite étude, oui, elle a des limites importantes, mais à côté de ça, je vais pas à contre-courant. La deuxième étude, celle de Eli et Kanazawa, faut que je t'en parle, elle est vraiment géniale, qui va dans le sens ah ouais, non, mais parce que ce type est fou. C'est le genre de truc où tu sais, la comparaison sociale où j'aimerais avoir ces idées, quoi. J'ai une admiration folle pour ça. Donc, lui, il a montré que les adultes qui avaient un plus haut QI se déclarer 2 fois plus heureux quand ils peuvent vivre dans des zones géographiques à forte densité de population. C'est génial. C'est-à-dire qu'ils sont plus heureux dans les grandes villes parce que ils peuvent choisir la fréquence et la qualité de leurs interactions sociales. Et ils trouvaient que les participants qui avaient un QI plus modeste, eux, ils s'estimaient plus heureux à la campagne, ras des villes, ras des champs, parce que ils ont l'opportunité de contacts sociaux plus fréquents, mais évidemment moins sélectionnés. J'ai adoré ça. Il faut lire l'étude. Hein. Pas une solitude permanente au final. Non, mais qui a vécu dans un village sait de quoi je parle. J'y suis là. Tu sors de chez toi, tu parles à des gens. Ça veut pas dire qu'ils sont intéressants, pas intéressants, qu'ils sont similaires, pas similaires, mais tu sors de chez toi, voilà, tout le monde connaît tout le monde. Moi, je me rappelle quand je vivais à la campagne des repas de quartier où on faisait rôtir un cochon une fois par an, où t'avais tout le quartier, tout le lieu-dit en fait. Hein, et j'habitais dans un lieu-dit qui s'appelait Trécona. Et les anciens du village avaient une phrase, mais vraie de vrai, hein, quand ils voyaient des jeunes loulous tourner autour de nos filles, mais qui étaient pas de Trécona. Hein. Ils les chopaient, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ils allaient voir les jeunes et ils leur disaient « Si t'es pas de Trécona, t'as rien à foutre là. » Donc, ça fait sens. En plus, il y a beaucoup plus de stimulation intellectuelle de toute manière dans une grande ville. Ça peut se comprendre aussi. Et tu peux aussi, dans une grande ville, être anonyme, c'est-à-dire t'enfermer chez toi, aller en tatane-chaussette. Surtout dans le sud-est. Ça me fait rire, tatane-chaussette. Je suis désolée. Tu peux aller en tatane-chaussette, acheter ton pain le matin, personne va te reconnaître, alors que à côté de ça, je sais pas moi, tu es designer de mode
tu vois. Ce besoin d'anonymité ou d'anonymat, je sais pas comment on dit. Enfin, je sais qu'on dit anonymat, mais est-ce qu'anonymité existe? Je sais rien. On va s'en tenir à anonymat comme ça au cas où. C'est un des trucs qui me manque le plus par rapport à la vie. Et ben voilà. Et ben tu vois. C'est horrible d'ailleurs. C'est horrible. Hein. C'est horrible. C'est horrible. C'est toujours pareil, c'est que même quand tu vas acheter ton pain, c'est extraordinaire et ça peut être épuisant à la fois de devoir parler du lumbago d'un tel, mais c'est extraordinaire aussi. Hein. Les deux, voilà. Mais en tout cas, il se trouve que ils sont comme ça. J'ai vu aussi que tu disais quelque part, je sais pas si c'est dans l'étude ou pas, que tu avais vu des études ou une étude qui était en faveur de l'extraversion par rapport à l'idée qu'on a des HPI introvertis. Ça, c'est les études de la personnalité. Et effectivement, on a associé, et je le dis d'ailleurs à la fin de mon papier, que des études seraient intéressantes justement parce qu'il y a des liens entre l'extraversion et la sociabilité, on se doute bien. En tout cas, il y a un vieux mythe, on en retrouve trace dans une étude de 2004, que les personnes HPI seraient par nature finalement, en termes de personnalité, plus introvertie. Et on a deux méta-analyses, une méta-analyse plus une méta-analyse, j'allais dire, de mise à jour avec le même auteur principal, qui, au départ, avait trouvé vraiment une corrélation entre l'introversion et le QI. Et le QI, là, c'était pas HPI, c'était le QI. Plus le QI augmente, plus les personnes seraient introverties. Mais c'était significatif, mais limite résiduel. C'est-à-dire qu'on avait, même si je disais que les tailles d'effet dans les études de la personnalité n'ont pas forcément besoin d'être aussi élevées, là, oui, c'était... Surtout que quand il fait sa révision, il trouve exactement l'inverse. Une corrélation de 0,04 significative, ou 0,4 qui était significative, mais cette fois-ci dans le sens de l'extraversion. Donc, en fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a plutôt pas de lien. L'introversion-extraversion et le QI semblent des variables indépendantes. Et quand elles corrèlent, ça irait plutôt dans le sens d'une très légère extraversion. Et en cabinet, honnêtement, moi, mes patients, même si on a toujours un biais de sélection dans notre patientèle, j'ai des introvertis et des extravertis, quoi. C'est pas très révélateur de différence entre eux, quoi. Donc, pour résumer, le stéréotype du HPI ou du surdoué, asocial, réservé, qui a du mal à nouer des liens et qui fait des trucs dans son coin, tout ça, c'est... Le nerd. Du nerd, exactement. C'est pas ça, en fait. Mais il y en a. Il y en a, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas la grande majorité. Non, mais par contre, c'est vrai que, et du coup, il y a quand même, on vit dans une société où l'anti-intellectualisme a été quasiment érigé en religion, dans des sociétés, où on entend dire, c'est pas parce que tu es cultivé que tu es intelligent. Oui, mais il y a d'autres formes d'intelligence. Oui, mais ils sont souvent studieux. Alors pas tous. Je pense à un patient que j'ai eu qui a 150 de QI, qui est allé 3 fois passer son bac, qui mais je m'en fous, qui a pas envie de réfléchir beaucoup, etc. Et il est extraordinaire, il est génial. Parce qu'à côté de ça, il est sharp, il est aiguisé. C'est un vrai bonheur de le voir en consultation. J'ai même honte de le faire payer. Et il est introverti, etc. Mais les études de la personnalité, ces deux méta-analyses où intervient Ackerman disent que c'est plutôt indépendant, mais que ça pencherait plutôt légèrement dans le sens de l'extraversion. Et du coup, encore une fois, je suis dans le bon sens puisque je dis qu'ils sont plus sociables. Malgré tout, j'ai dit que la taille de l'effet restait une petite taille d'effet. Donc, je suis encore dans le bon sens. Et donc, qu'est-ce que toi tu peux, en quelques mots, exprimer justement de ces surdoués qui seraient asociaux Qu'il est temps de parler de l'enfance. Et en général, c'est le moment où moi, en thérapie, je les regarde, je fais un silence et je leur dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez gosse ? Mais parce que là, c'est en général là que plutôt eux, ils vont parler d'hypersensibilité, de HPE, de zèbre.
Bon, je dois être assez connue parce que moi, on m'en parle assez peu. Et étant donné ma réponse quand on m'en parle, alors je l'entends par contre, je ne me permettrai pas de balayer ce que me dit un de mes patients. Mais je leur explique que on va avoir une autre manière de l'aborder et qu'ils verront très rapidement et peut-être même au sein de cette même consultation qu'il y a une autre manière d'aborder ce qui leur arrive, ce qui leur est arrivé, et que en plus ça nous donnera des clés pour changer les choses. Et s'ils sont dans mon cabinet, c'est qu'ils ont envie de changer les choses. Donc je ne les invalide pas, bien au contraire. Je leur dis qu'on va découvrir ensemble peut-être d'autres manières d'aborder les choses. Et j'ai toujours de l'adversité et j'ai toujours des histoires de vie compliquées ou du harcèlement à l'école. Alors attention, les HPI ne sont pas plus harcelés que les autres, mais quand ça leur arrive, voilà. Et je n'ai pas de biais de sélection et de recrutement non plus, au sens où j'ai bien précisé que je parlais des personnes que je rencontrais dans mon cabinet. Ces histoires de vie compliquées, on parlait il y a très longtemps, en début d'entretien, du trauma complexe. Et l'invitée précédente de ce podcast évoquait le concept anglophone de gifted trauma, c'est-à-dire le trauma complexe adapté aux particularités des HPI. Alors, bien sûr qu'il y a de la stigmatisation, j'en parle beaucoup quand on est une femme, quand on est studieux, à l'adolescence. Quand on s'intéresse à l'astronomie, selon le milieu dans lequel on est, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'environnement de l'enfance, c'est-à-dire le quartier dans lequel on vit, la famille dans laquelle on vit, etc. Si tu es dans une famille où il y a un appartement de 3 pièces pour 5 personnes, que tu vas dans une école où dès que tu lèves le doigt, on te menace de mort. Ça, j'ai quand même des patients qui ont été menacés de mort parce que ils levaient la main. Qu'il y a des parents qui leur disent mais de toute façon toi tu comprends rien, enfin bref, etc. Oui, il va se développer un trauma. Par contre, je me sens pas à l'aise avec encore une fois, une inflation de termes ou avec une pathologisation du haut potentiel. Là où je la rejoins, c'est que vraisemblablement, avoir un haut potentiel intellectuel conduit, quand on l'est vraiment, à une expérience de vie qui peut être qualitativement différente. Une expérience de vie. Parce que, effectivement, comme je disais, avoir un QI de 135, 140, 145 quand on vit dans un 3 pièces, quand on est dans une école où l'enseignant essaye, parce qu'il y a un multiculturalisme qui est génial, mais qu'on met un enseignant seul avec 30 gamins qui parlent 15 langues. Donc cet enseignant, il fait ce qu'il peut, il est admirable, mais le pauvre, il n'a pas le temps de stimuler le petit HPI, Alors, on est bien d'accord que on en retrouve des traces dans les études, surtout celles qui ont pu ajouter un volet qualitatif, c'est-à-dire des interviews de participants à leur volet quantitatif. Les personnes HPI se sentent différentes. Alors, tout le monde se sent différent, mais elles ont des critères objectifs. Elles réfléchissent plus vite que les autres, et c'est pas du narcissisme. Faut faire attention à moi je pense plus vite que les autres, mais en fait ça veut dire que eux ils trouvent une solution à laquelle va aboutir la réunion à la fin des 2 heures. Ils se sentent différents parce que ils ont un autre genre d'humour. Ils peuvent aller loin dans l'humour, il y a des études là-dessus, y compris sur l'humour noir. Donc etc. Oui. Mais j'ai aussi des fois des HPI qui viennent me voir juste pour essayer de comprendre leur fonctionnement, etc. Oui, parce que des fois ils consultent alors qu'ils souffrent pas, puis des fois ils souffrent juste un petit moment, ce qui veut dire qu'il faut faire attention aussi quand on parle du biais de sélection. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je pense à une personne qui vivait dans un milieu très acceptant, aisé, qui a fait des belles études, qui avait des copains. Elle était dans des écoles pour HPI, etc. Elle était hyper épanouie, hyper extravertie. Elle faisait la fête, évidemment la plupart de ses amis étaient HPI. L'expérience de vie, elle va dire non, tout va bien, je suis pas différente des autres. Mais bon, il peut y avoir une expérience de vie qualitativement différente.
Il y a même une étude très intéressante qui dit que effectivement, c'est des auteurs qui ont bien montré qu'il y avait des stéréotypes négatifs autour des gens à haut potentiel intellectuel, et que donc il pouvait y avoir des stéréotypes disqualifiants et que c'est horrible à vivre au quotidien. Youhou, je suis HPI, donc je sais quand même de quoi je parle, mais que à côté de ça, il faut faire attention à ne pas rentrer dans l'autostigmatisation. Donc si je suis prudente, il faut pas oublier que moi-même j'ai un parcours. Moi aussi, je suis allée me faire tester parce que je pensais que j'avais une pensée arborescente, que je réfléchissais trop, que j'avais pas le bouton stop pour mon cerveau, que quand on me stigmatisait, les fois où ça avait pu m'arriver, c'était parce que j'étais HPI, etc. Après, j'ai fait le tri de tout ça. Quand je parle aujourd'hui, je parle d'expérience, de dire faire le tri de tout ça, démêler la pelote, savoir ce qui est de l'ordre du HPI, ce qui est de l'ordre de l'histoire de vie. C'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour être condescendant en leur disant que le concept d'hypersensibilité, de HPE, de tout ce qu'on voudra n'existe pas. C'est de dire que si on démêle correctement la pelote, on s'ouvre vers des perspectives de guérison, de changement et d'épanouissement. Et c'est ça que je veux qu'on retienne, si possible. Et voilà, une conclusion comme celle-ci se passe de commentaires. Grand merci à Nathalie Boisselier, en espérant la retrouver lors d'un autre apéro potentiel intellectuel. Vous retrouverez tous les liens vers la plupart des sujets abordés en description de l'épisode. Rendez-vous le 20 octobre pour un entretien qui reviendra sur le parcours fascinant d'un des plus anciens blogs sur les surdoués, devenu une référence pour certains, le blog Over 230, avec sa créatrice, la psychologue Pauline de Saboulin-Bolena. D'ici là, portez-vous bien, likez, partagez, commentez là où vous pouvez, ça fait plaisir. D'ailleurs, merci à tous pour vos agréables retours. Intensément, c'est le podcast Divergent.